sur notre chaîne YouTube. Donc, l'enregistrement a démarré maintenant. Merci Laure. Et donc, avec l'équipe qui organise ces Webby-Win, donc Mélanie, on a Laure, on a Emmanuel et Céline. On est vraiment ravis de te recevoir aujourd'hui. Ça va être un souffle vraiment qu'on avait hâte d'avoir. Donc, merci Pauline d'être présente aujourd'hui. Je suis ravie. Nous aussi. Donc, on va débuter. Alors, écoute, on va commencer par une question très simple. Déjà, je vais te laisser présente-toi finalement et Ouais. quel est ton parcours, simplement. Ok. Alors, moi, je m'appelle Pauline Grisoni. Vous pouvez me trouver aussi sous le nom de Paulette Grisoni. Et souvent, ça interpelle parce que les gens se disent, mais c'est Paulette ou Pauline? Paulette, c'est mon nom de scène. C'est le prénom vers lequel je suis en train de transitionner. Et donc, on peut me trouver sous les deux pseudonymes. Moi, j'ai fait des études de marketing publicité. Rien à voir avec ce que je fais à l'heure actuelle. J'ai commencé dans une agence de pub et puis la créativité que j'espérais trouver n'était pas vraiment au rendez-vous. En revanche, j'ai un souvenir qui m'a marqué de voir en l'espace de 3 mois de stage 5 personnes pleurer sous mes yeux. C'était très instructif donc, mais pas pour les bonnes raisons. Je me suis dit, moi j'adore écrire, il faut que je trouve un moyen de pivoter. Et puis, on est en 2012, c'est l'époque où les blogs commencent. BuzzFeed, peut-être que vous en avez entendu parler, un site que moi je regardais américain. Et Minute Buzz se crée en France. Et je me dis, il faut absolument que je trouve un moyen de postuler là-bas. Et parce que j'ai pas les contacts, en plus, c'est pas du tout mon milieu, le journalisme, je vais écrire un poème qui s'adapte au site et je vais créer tout un sort de petits formats un peu hybrides et je vais attirer leur attention et je vais être leur première stagiaire. Et puis ensuite, je passe chez cosmopolitan.fr où je deviens chef de rubrique, d'abord psycho, puis lifestyle et culture. Je vais y rester 5 ans. Et encore une fois, parce que j'ai pas fait du tout d'études dans le milieu du journalisme, j'ai pas vraiment de contact. J'ai encore moins une bande démo qu'on demande typiquement. Alors j'ai un nombre d'articles à envoyer, mais moi j'ai des rêves qui sont plus grands. J'ai envie de faire de la télé, de la radio, et je sais pas du tout par quoi commencer. Et puis j'ai rien à montrer et aucun réseau à activer. Et je découvre le podcast. On est en 2017 et pour moi, c'est la révélation parce qu'on est à une période, je ne sais pas si vous vous rappelez de toutes ces vidéos qui polluaient Facebook, Instagram de 30 secondes pour réaliser une recette. Tout allait beaucoup trop vite. 30 secondes pour réaliser une recette. Vous alliez, vous savez, le format, et j'adore, c'est mon média préféré, Combini, mais il a été beaucoup repris, ce format de pizza ou burger. Et on se trouve face à un monstre du cinéma qui vous répond bah, burger. Et moi, j'avais cette frustration du format long. Tout allait extrêmement vite, et d'ailleurs, ça s'est pas amélioré depuis avec TikTok, mais j'avais déjà cette réflexion autour du format long, et je découvre le podcast, et pour moi, c'est une révélation. Et surtout, un moyen comme les blogs l'étaient vers 2014-2015, un moyen de démocratiser l'audio. Et lorsque je commence la leçon, je me dis, bah, ça va être un super tremplin pour changer de rédaction, avancer dans ma carrière. Sauf que je me rends absolument pas compte, évidemment, que ce podcast, ça va pas être ma carte de visite, ça va être littéralement mon prochain métier. Et j'ai cette idée de la thématique de la leçon, donc liée à l'échec, au rebond, parce que déjà, je fais un tour, un petit business plan de ce qu'il existe sur le marché. On est encore très peu nombreux. Il y a une vingtaine de podcasts en France, alors peut-être plus, un peu plus du côté de format niche. Typiquement, la tech, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout. Donc, je veux pas non plus dire de bêtises, mais il y a vraiment peu de podcasts, indépendants en tout cas. Donc, je réfléchis, ok, on parle beaucoup des destins, des success stories, etc. Moi, j'ai envie de me différencier pour me faire une place.
Et j'écris cet article dans ma rubrique culture sur les entrepreneuses inspirantes. Et il y a une question à chacune que je pose sur leur plus bel échec. Et c'est la seule question où je ressens une profonde authenticité, parce que par ailleurs, il y a un discours qui est très léché, qu'on a rodé au fil du temps, parce que c'est un peu toujours les mêmes questions. Et tout d'un coup, il y a un truc qui sort un peu du cadre et qui non seulement est, voilà, comme je le disais, authentique, vulnérable, et aussi très touchant, parce que tout d'un coup, on sent qu'on a un être humain en face de soi et pas juste une personne qui a l'air parfaite en apparence. Ça me marque et je me dis, OK, je vais faire un podcast en prenant le parti pris totalement inverse des podcasts que je connais qui cartonnent. Et puis, je lance mon premier épisode, fébrile, avec l'ancien rédacteur en chef du magazine lui.fr, qui me raconte une histoire phénoménale. À 20 ans, avec un groupe de jeunes, ils veulent bloquer je crois que c'était le G20 qui se trouvait. Tu l'as écouté, Marie? Oui, c'était en Grande-Bretagne de mémoire. Ils étaient allés pour faire un blocus et tout s'est pas passé comme prévu. Et bon, c'est une histoire incroyable, hein, honnêtement. Je le recommande. Et l'épisode est hyper drôle. Bon, il faut être un peu tendre avec moi parce que c'est mon tout premier épisode, que je me fous une pression de dingue, que je me dis qu'il faut impérativement que j'ai l'air professionnel. Et c'est un truc que je vais détricoter au fur et à mesure des saisons, en comprenant que ce qui me plaît, c'est d'avoir quelqu'un de vrai en face de soi. Et j'essaie encore de porter le masque de la super journaliste parfaite qui pose des questions avec des termes un peu léchés. Et ça, c'est quelque chose que je vais apprendre à laisser de côté pour me montrer un peu plus en vérité. Mais en tout cas, ce premier épisode, il est dingue et l'aventure commence. Voilà. Ouais, c'est vraiment chouette. Et justement, je voudrais revenir sur, tu parlais tout au début que si tu avais à un moment donné, lors d'un stage, tu as vu 5 personnes en pleurs et ça t'avait vraiment marqué. Est-ce que finalement, c'est pas le point de départ d'un nouveau chemin? C'est ce que tu l'as décrit de cette manière. Mais, mais finalement, est-ce que tu l'as pas vécu d'une certaine manière comme un échec? Et est-ce que, du coup, le fil conducteur t'a conduit jusqu'à la leçon? Alors totalement, et pour vous dire vraiment un peu plus des coulisses, le dernier jour de mon stage, j'ai fondu en larmes, humiliée dans le bureau de ma tutrice qui m'avait complètement lâchée au bout d'un mois et s'intéressait plus à moi. Et pour vous raconter un peu plus ce stage, donc on me recrute pour être la community manager de la page de cette agence de publicité. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, un peu comme tout le monde, je brode et puis je suis en stage. C'est mon tout premier stage d'études supérieures, seulement 3 mois. Je crois qu'on n'est même pas payé à 3 mois. Et donc, mes missions, c'est de chaque jour proposer 2 posts sur leur page Facebook, un peu originaux, un peu disruptifs, comme on dit dans la publicité. Et au bout d'un mois, il y a un changement d'étage où moi, je reste à un étage et mes 2 boss passent à l'étage du dessous. Et elles bossent comme des malades et elles vont complètement m'oublier. Et moi, j'essaye de revenir vers elles en disant, vous n'auriez pas des missions, des choses. Et le restant de mon stage va consister à mettre dans un fichier Excel un plus. Donc, j'avais 3 pages que je devais regarder SFR, Carrefour bébé, Carrefour recettes dans mes souvenirs. Je devais lire chacun des commentaires Facebook et mettre un plus si le commentaire était positif et un moins si le commentaire était négatif. C'est hyper stimulant mentalement, hein, comme tu t'en doutes. Et moi, je dépéris totalement, donc je commence à essayer de faire des projets solo de mon côté. Je suis hyper timide à l'époque et j'ai vraiment été éduquée dans le côté on ne se plaint pas, on est toujours contente. Donc dès que mes boss arrivent et me disent ça va, Pauline, elle m'intimide énormément et donc je suis en mode ah oui, oui, super, je fais genre je travaille parce que j'essaye vraiment de bien faire.
ça va m'être reproché par la suite en disant pas une seule fois, tu es venu nous voir pour nous demander du travail, parce que j'osais pas, elle me terrifiait. Et donc, j'allais secrètement à un autre étage trouver un mec qui était vraiment gentil, qui a fait partie de ceux qui a pleuré, d'ailleurs, le pauvre, pour lui demander est-ce que tu n'aurais pas des petites missions. Donc, je faisais des petits PowerPoint où j'essayais d'analyser des petites pages Facebook, mais sans aucune connaissance, parce que vraiment, premier stage. Et le dernier jour, elle vient me chercher et elle me dit vraiment, tu nous as ultra déçus, tu n'étais d'aucune utilité. Tu as toujours dit que tout allait bien alors que tu aurais pu nous dire que ça n'allait pas. Vraiment, enfin, Ouais, donc, je me rappelle de paroles humiliantes et puis une sensation d'être inutile enfin, c'est connu, on a besoin d'être stimulé mentalement et les gens qui sont mis au placard dépérissent. Et je suis persuadée qu'en fait, je suis plutôt incapable et pas une bonne professionnelle et que la suite de ma vie professionnelle que voilà, ça donne un peu le ton, quoi, de la suite des choses pour moi. Et comme tu le dis très bien, non seulement ça me dégoûte de la publicité, en me mettant sur un trajet qui, dans le fond, me plaît beaucoup et auquel j'aurais pas pensé sinon, parce que moi, j'avais été vraiment éduquée dans le côté, il faut faire une école de commerce, il faut avoir un job stable, de commercial, un truc très dans les clous. Et donc, je n'osais pas que la... est-ce que ça a coupé pour tout le monde? Moi, j'ai perdu la connexion. Ah, elle est Oui. revenue. C'est bon? Ok, top. Mais en tout cas, oui, je remercie ce premier stage parce que j'aurais jamais osé faire autre chose. Et puis, de fil en aiguille, je m'épanouis dans un secteur que j'aurais jamais osé imaginer pour moi. Donc, Ouais, donc finalement, tu es un peu la preuve vivante, entre guillemets, qui met bien en avant ton podcast, pardon, la leçon, puisque en fait, ça t'a permis, cet échec t'a permis vraiment, c'était un tremplin finalement, puisqu'on voit ton évolution et où tu es arrivé maintenant. C'est super chouette. Et si du je coup, veux ajouter quelque chose, moi, je me suis toujours servie de cette énergie. Je me suis vraiment sentie humiliée. Mais chez moi, ça a provoqué un peu de colère de je vais leur prouver. Et en fait, bon, j'aurais préféré que ça passe par autre chose. Mais cette énergie, elle n'est pas inutile si on l'utilise à bon escient, quoi. je vois complètement ce que tu veux dire. Je vois complètement. J'ai vécu un petit, enfin pour ma part, j'ai aussi un peu vécu la même chose lors d'un postdoc, donc c'est pour ça je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Je pense qu'on est Euh, nombreux. ouais, honnêtement, je pense que on a parfois du mal à s'en rendre compte et à avouer que finalement c'est un échec. Bon, enfin, de toute façon, on va venir sur le vif du sujet de ton podcast. Mais effectivement, je pense qu'il y a une réelle difficulté à vraiment se dire oui, bah, là c'est un échec, mais c'est pas grave, on va le surmonter, on va voilà. Mais déjà la prise de conscience, je pense que c'est un élément, ouais, c'est hyper difficile. Si on va maintenant un peu plus profondément sur ton podcast, La Leçon. Donc, est-ce qu'il y a, bon, j'ai écouté pas mal de témoignages de ton podcast. Est-ce que finalement, il y en a un qui t'a plus marqué que les autres? Alors, ça peut être marqué vraiment par le témoignage en lui-même, l'échec qui a été mis en avant, ou même sur un témoignage qui t'a toi-même mis en situation difficile, voilà. Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête? Alors moi, spontanément, là, je pense récemment à un épisode que j'ai trouvé magnifique avec Nicolas Pacello, qui est un pâtissier qui cartonne, qui a plein de boutiques, qui a fait ses armes chez les plus grands, qui est un proche de Michalak, etc.
Et son épisode m'a vraiment marqué pour plusieurs choses. Déjà parce qu'il était d'une franchise et d'une honnêteté, alors qu'il a vécu un échec qui est absolument terrible, violent et qui aurait pu mettre à terre plus d'une personne. Donc j'ai trouvé ça super généreux de sa part de venir et de se montrer vraiment tel quel. En plus, il avait à titre personnel, adorable, quelqu'un d'adorable qui parle de sa fiancée enfin, c'est magnifique, il y a vraiment un truc qui se dégage de ce couple qui est super beau. Humble, tellement travailleur. Et puis, ça me marque aussi pour une autre chose, c'est que son échec n'est pas de son fait. Et ça, c'est vraiment plus insidieux lorsque on échoue pour une raison extérieure, parce qu'il y a une profonde notion d'injustice. Et lui a réussi, alors bien sûr pas à l'instant T, on a tous besoin de pleurer un bon coup, d'être en colère, etc. C'est normal, c'est humain, et puis on n'est pas des robots. Mais il a vraiment réussi à le transformer en travaillant 2 fois plus, en pivotant. Et aujourd'hui, alors qu'il avait créé une pâtisserie, pour vous raconter, il crée une pâtisserie avec un associé, ça cartonne, il y a beaucoup de commandes, etc. Et puis un jour, il découvre que l'associé qui gérait toute la partie financière, en fait, est démissionnaire. Et que de tous les côtés, ils sont acculés de dettes et qu'il doit vendre son appartement, etc. Alors que lui, la partie qui lui était confiée, il la gérait et même plus que ça. Et aujourd'hui, il s'est relevé grâce à sa famille avec qui vraiment ultra soudés, ils se sont remontés les manches et c'est hyper beau de voir à quel point ça les a encore plus soudés. Et surtout, il a sa propre pâtisserie qui cartonne encore plus parce que il a tiré toutes les leçons qu'il pouvait de sa première association. Et puis, cette fois-ci, c'est une pâtisserie qui a son nom propre et qui lui appartient à 100%. Et peut-être qu'il n'aurait jamais osé se l'autoriser s'il n'avait pas eu cet échec-là. Et l'épisode est chef kiss. Vraiment de tous les côtés. En plus, il est drôle et il est sympa. Enfin, vraiment, il est génial. Et un épisode qui m'a retournée. J'ai plus de 250 épisodes, donc je commence à... Oui. Peut-être l'épisode avec Laura Lone, qui est humoriste et qui est venue me parler de son autisme. Et il y a plein de choses qui ont résonné chez moi et qui m'ont donné envie d'étudier la question peut-être de l'hypersensibilité, et en tout cas d'aller comprendre ce qui se joue, parce que je me suis tellement reconnue dans son témoignage que je suis repartie un peu... Enfin, je suis pas repartie parce qu'elle est venue chez moi, mais quand j'ai refermé la porte, j'avais un peu la tête qui tournait. Et ma mère, après l'avoir écoutée, m'a appelée et m'a dit « Ça te ressemble quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle dit. » Je pense pas que je sois sur le spectre autistique parce qu'il y a quelques petites nuances chez moi, mais en fait, des clés de compréhension capitale pour déterminer si vous êtes autiste ou pas. Mais en tout cas, ça m'a donné envie d'aller creuser l'hypersensibilité. Et je pense que quoi qu'il arrive, c'est chouette et positif de mieux se comprendre grâce à un invité, quoi. Non, mais complètement. Je pense qu'effectivement, c'était une de mes questions aussi. Est-ce que finalement, certains de ces témoignages te permettent, toi, mais aussi, je pense, permettent à ceux qui l'écoutent de se rendre compte de certaines choses, pas que sur l'échec à proprement parler, mais sur d'autres sujets abordés comme l'autisme, hein, comme tu l'as dit. Moi, je trouve ça hyper instructif en fait, et ça permet vraiment de se rendre compte des choses qu'on ne connaît pas forcément, typiquement l'autisme, voilà, quand on n'y est jamais confronté, euh, qu'on ne connaît pas forcément, on se fait des fois des fausses idées, et finalement quand quelqu'un raconte, et c'est là qu'on se dit ah mais c'est pas du tout ce que je pensais, et finalement ben voilà, là les traits d'hypersensibilité typiquement que tu énonces, c'est là que tu dis ah bah finalement
faudrait peut-être que je me renseigne parce que ça ressemble typiquement à certains de mes comportements ou de mes ressentis, etc. Et, et effectivement, je pense que cette ouverture, ça permet de se rendre compte de plein de choses, pas que sur l'échec, mais sur énormément de sujets. Et il y en a un, justement, qui a été abordé, je me souviens, lors d'un des épisodes avec Sophie Trem sur l'injonction à la perfection. Et ça, je l'ai trouvé super, cet épisode. Et je trouve que c'est tellement actuel dans le sens où la surexposition en fait au réseau fait qu'on est tout le temps en permanence en train de se comparer. Ah bah un tel. Et finalement, on se sent rapidement en difficulté dans le sens où on peut ressentir des échecs en disant ah bah regarde, cette personne elle a fait ça, moi je suis même pas capable, j'en suis même pas capable ou je pourrais jamais faire ce genre de choses, etc. Et voilà, je voulais aussi t'interroger sur cet aspect-là. Est-ce que tu penses que justement cette surexposition qui croît chaque jour sur les réseaux sociaux, surtout pour la nouvelle génération, est-ce que ça va pas accentuer, on va dire, les échecs entre guillemets, puisqu'on a de plus en plus de l'opportunité de visionner et de se comparer aux autres? 100%. Déjà, il y a un phénomène à l'heure actuelle, moi, qui m'inquiète chez la Gen Z, la génération plutôt vingtaine, voire adolescente, c'est la peur du cringe, la peur d'être ridicule, de faire un truc pas cool, etc. Et ça les fige tellement, c'est devenu un tel sujet que beaucoup n'osent même plus poster sur les réseaux sociaux, exprimer leur voix, de peur d'être cringe. Alors que moi, je suis de la génération 90, je suis née en 91. Faut voir nos photos de soirée Facebook qu'on postait. Ah, nous, on n'était pas du tout là-dessus. Hein, Complètement. Non, mais il y a eu un basculement. Ah non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Et nous, on vivait et on s'en fichait. Et ça me rend vraiment triste parce qu'on se coupe tellement du fait de vivre pour soi, parce que le regard des autres prend tellement de place et je m'inclus dedans parce que le fait de me voir autant en vidéo, en story, parce que je bosse beaucoup avec mes réseaux sociaux. Donc, je me regarde toute la journée en story. Maintenant, je filme mon podcast. Il y a un retour de l'écran. Je vois trop mon image. Pareil pour d'autres clients, je suis animatrice, etc. Mais c'est horrible parce que maintenant, je vois tous mes défauts. Je regarde mes dents. Ah là, il y a un trou dans la dent. Faudrait peut-être que je fasse des injections. Oh là là, Botox. Enfin, vraiment, je suis mais tellement dans ma tête. Et moi, je trouve que c'est triste et que on passe à côté de quelque chose. Et je vais même aller plus loin. Ah, j'ai tellement de choses à dire sur le sujet parce que je suis entièrement d'accord. J'avais vu une étude aussi qui prouvait que normalement, un visage humain, il est censé voir grosso modo 15 visages autour de lui. Son entourage pro, ses voisins, etc. Nous, on est toute la journée sur TikTok à voir 300 visages. Le cerveau, il ne peut plus gérer. C'est pas une quantité d'informations qui est naturelle. Et le cerveau, il ne s'est pas encore adapté à ça. Et donc, du coup, il y a ce truc de trop voir de visages, de trop se comparer, se focusser. Et juste, je voulais dire un autre point que j'ai vu justement sur TikTok que j'ai trouvé hyper intéressant. Je vais aller regarder dans mes likes TikTok parce que j'ai trouvé quelque chose d'hyper juste. Ah, j'ai demandé à ma grand-mère italienne, quelle était sa plus grande insécurité lorsqu'elle était une jeune femme. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps parce qu'il y avait Mussolini à combattre à l'époque. Et je trouve que c'est incroyable et que paf, ça vous remet un peu dans la réalité de, en fait, on est hyper privilégiés, nous, d'avoir le temps d'avoir des insécurités. Et oui, c'est une réalité. Et je pense que moi, je m'oblige, par exemple, à être en story pas maquillée,
à me montrer aussi pas très jolie, avec un double menton, etc. Pour moi-même, pour casser mon idée que je dois être dans l'ultra-perfection en permanence. En permanence, ouais. Et je pense que ça détermine aussi beaucoup sa manière de travailler parce qu'on est tous, et surtout, vu vos métiers, vous devez avoir surtravaillé votre perfectionnisme. Et c'est génial et c'est de grande qualité, mais ça doit aussi vous bloquer. Et mine de rien, dans vos métiers, vous avez besoin de créativité pour penser différemment, etc. Et le fait de vouloir être dans une idée de la perfection, ça coupe quand même ce petit lien interne de la créativité qui vous permet aussi d'exceller, de penser différemment, de vous dire, OK, ben, je vais penser peut-être que si je tentais comme ça, etc. Et il faut lâcher avec cette idée de la perfection pour s'autoriser ça. Donc, c'est un gros sujet. Non, mais ça, je partage totalement. Et effectivement, je le vois, enfin, je reviens là sur ce que tu as dit au tout début, hein, que maintenant, la jeune génération, ado et vingtaine, ont peur finalement de sortir du cadre, mais en plus du cadre qu'ils se fixent eux-mêmes ou leur éducation. Mais et je trouve ça tellement dommage. Enfin, je le vois avec mes neveux et nièces qui, des fois, je dis «Oui, on va faire ça». «Non, mais tata, on peut pas faire ça, les gens, ils vont dire quoi?» Et là, je sais pas, moi, quand j'étais jeune, je faisais ça, mais bon, Quand j'étais jeune c'est vrai que bon, du coup, ça, c'est bien, ça me fait aussi me poser des questions, voilà, avec la jeune génération. Mais des fois, je me dis, mince, alors je suis une boomer déjà, ou est-ce que Oh, vraiment. c'est pour ça que je rigole. Non, Je mais vois bon. une question de Charlotte qui nous parle Oui. du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est un grand sujet. C'est peut-être la preuve que tu as de l'ambition. La vraie question n'est peut-être pas suis-je légitime, mais qu'est-ce que je choisis de faire de ce doute? Oh, j'adore. Ça, c'est juste. Parce que, alors, bon, déjà pour commencer, si vous saviez le nombre d'acteurs que j'ai rencontrés qui me disent oh, je suis d'une grande timidité, le nombre de chanteurs et d'humoristes qui me disent j'ai un trac atroce alors qu'ils ont 20 ans de carrière derrière eux. Bon, tout le monde en fait est dans sa propre tête et tout le monde ressent à un moment cette trouille. Et comme tu le dis, Charlotte, qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que je l'utilise euh, pour me tirer vers le haut en disant ok, j'ai la trouille, mais en fait, ça va être mon moteur, c'est qu'il faut que j'aille là? Ou alors est-ce que je la laisse me paralyser avec toutes ces pensées hyper négatives sur moi? Moi, j'ai pas vraiment ce syndrome de l'imposteur parce que ma carrière, elle s'est construite tellement lentement que vraiment j'ai eu le temps de bien digérer chaque étape. Je pense que c'est presque pas de peau les gens qui ont une ascension ou tout de suite un succès du jour au lendemain parce que là, le cerveau, il n'a pas le temps de processer, etc. Moi, je sais que j'ai travaillé très dur pour chacune des étapes de ma carrière qui, je l'espère, sera encore longue et voilà, step up. Mais je le ressens un peu moins, mais je le vois, mais à chaque fois, mes invités, je me dis, mais punaise, on se voit pas tel que l'on est, quoi. C'est un truc de dingue. Donc oui, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est quand même arrivé quelque part de chouette et que l'on culpabilise même de son propre succès. Donc, décidons de juste retenir le mot succès dans la phrase et d'oublier le reste, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une question très intéressante, hein. Merci, Charlotte, de l'avoir posée. Et je pense qu'on finalement, il y a aussi, enfin, c'était une de mes questions qui va s'en rapprocher. Le syndrome de l'imposteur, on le retrouve beaucoup plus. Je ne dis pas que c'est une généralité, mais on le retrouve quand même beaucoup plus chez les femmes. De dingue. Enfin, moi, je suis la première, hein. Quand j'ai passé ma thèse de doctorat, la veille de mon oral, j'étais là, je fais, mais en fait, non, mais je suis là, mais je pense que je suis pas capable, en fait, c'est pas possible. Non, c'est pas pour moi. Enfin voilà, alors que bon, j'avais fait tout le taf derrière, hein, mais
vraiment, le gros syndrome là qui est arrivé, j'ai pas vu venir. Mais et ça, je le vois avec énormément de personnes dans le domaine scientifique, mais pas que, hein, c'est plus largement, hein, bien évidemment. Et notamment, c'est plus marqué chez les femmes. Je pense que chez les hommes aussi, il n'y a pas de raison hein, que ce soit. Non, mais Voilà. les hommes ont d'autres insécurités, mais le syndrome de l'imposteur, c'est connu chez les femmes, vraiment. Ouais. Et là où je voulais en venir aussi, c'est est-ce que dans la leçon, est-ce que il y a une tendance finalement homme-femme sur la facilité à admettre l'échec? Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que finalement les femmes ont plus tendance à vraiment reconnaître plus facilement l'échec parce que aussi bon bah voilà il y a peut-être bon bah le syndrome de l'imposteur, il y a aussi plein de la recherche de la perfection, etc. Et du coup l'échec est beaucoup plus on le reconnaît plus facilement, mais on a plus l'impression qu'on est plus facilement en échec que les hommes le reconnaissent pas nécessairement. Alors c'est vraiment une question. Est-ce que tu l'as C'est t'as vu intéressant. une tendance ou pas? Alors, non, parce que ceux qui viennent à moi, déjà, sont interpellés par la thématique qui leur parle. Donc ça fait le tri. Les hommes que j'ai reçus sur la leçon, franchement, étaient des hommes intelligents émotionnellement, avec un ego à sa juste place. Donc, j'ai pas ressenti ça. En revanche, il y a une réalité, c'est que les femmes, non seulement elles ressentent cette pression de la perfection, mais la perfection doit en plus être physique de leur côté, alors que les hommes ont moins de... parce que la société est encore telle qu'elle est, ils ont moins de stress là-dessus. Et donc, les femmes sont encore plus dures avec elles-mêmes parce qu'elles ont plus de choses sur lesquelles elles doivent performer. En tout cas, c'est ce qu'on leur dit, ce qu'elles se disent à elles-mêmes, parce que la réalité, c'est pas le cas. J'ai pas ressenti ça. Qu'est-ce que je pourrais dire sur le sujet? C'était juste, enfin moi ça m'est venu comme ça. N'hésitez pas, je redis, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever la main si vous souhaitez la poser à l'oral, hein, bien évidemment. Ce n'est que mieux d'avoir des échanges à tous. Hein. L'algorithme TikTok favorise la circulation de contenu sexiste. Ça m'étonne pas. C'est encore une bien belle nouvelle. C'est ce qu'on a vu, hein. Je vais te laisser la parole, Laure. C'est ce qu'on a vu justement lorsqu'on fait des posts avec Win et qu'on aborde on tag certaines thématiques telles que la diversité typiquement ou d'autres mots. On a l'impression que l'algorithme n'aime pas trop. Par contre, quand on met une photo d'une fusée ou de là, ça explose, le compteur explose. Laure pourra très bien le dire. Et d'ailleurs, Laure, je te laisse la parole comme tu Oui, lèves la si main. tu veux, je peux juste témoigner là-dessus parce que c'est vrai que c'était assez drôle. C'est vrai qu'on essaye de faire de la pub pour les Webby et donc à chaque fois on parle diversité, égalité, les femmes, etc. Et que ce soit dans nos réseaux personnels, enfin moi je sais que pour moi c'est mes posts qui sont les moins vus en fait en termes de visibilité, c'est catastrophique. Et c'est vrai qu'il y a une semaine on a fait un peu une blague en disant je vais faire un post et je vais mettre une photo de fusée et j'ai eu 50 000 vues du post. Alors que d'habitude, j'ai 500 vues. Enfin, d'habitude, c'est vraiment catastrophique. Donc, on a la preuve qu'effectivement, l'algorithme LinkedIn, en tous les cas, après, enfin voilà, moi j'ai un réseau très nucléaire, donc un réseau très masculin, mais c'est vrai que c'était assez flagrant. Mais moi, j'ai plus une question. On a dit un peu le genre sur le rapport à l'échec. Est-ce qu'il y a aussi un aspect culturel? Je ne sais pas si dans ton podcast, tu as reçu aussi des gens peut-être qui viennent d'autres cultures, pas françaises, etc., des cultures plus anglo-saxonnes. Est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose que tu aussi as l'impression qu'en fait en France, on aime bien aussi avoir un rapport à la perfection hyper malsain et effectivement où on essaye échouer, c'est raté quoi. Ouais, échouer, c'est raté. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'étais à Los Angeles durant un mois
de mi-mai à mi-juin pour faire des interviews là-bas. C'était le voyage de ma vie. Et sur place, j'ai interviewé une actrice américaine qui est l'une des têtes de Arrow, une série. Elle a 1,2 million de followers. Elle jouait dans Gossip Girl. Enfin, c'était génial comme moment. Et puis, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes sur place, d'Américains, avec du succès. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus ambivalent que ce qu'on se raconte, nous, en France, sur leur culture. En fait, je me demande si c'est pas aussi marketing, cette fierté de l'échec. Et si nous, finalement, on n'est pas plus honnête, plus sincère en disant non, nous, on n'a pas du tout envie d'échouer. Alors, je vous laisse décider quelle est. C'est un peu la peste ou le choléra, quoi. Mais eux valorisent énormément les échecs, mais il y a toujours un argument marketing pour rebondir derrière. Et j'aime profondément les Américains. Donc, je le dis avec beaucoup de bienveillance, mais c'est plus nuancé que ce que je pensais sur le sujet. Moi qui me disais là-bas, il y a une réalité, c'est que les Américains, on les pousse à être beaucoup plus extravertis que nous et donc beaucoup plus force de proposition, entrepreneurs dans l'âme. Et ça commence dès l'école parce que là-bas, la prise de parole, elle est mais plus que mise en valeur chez les femmes et chez les hommes, alors que nous, on doit demander au professeur s'il veut bien daigner nous donner la parole. Ouais, parce que j'allais justement y venir sur la question de l'éducation. Est-ce que finalement l'éducation, alors je parle, il y a les deux pans, hein, l'éducation qu'on reçoit scolairement, Et est-ce que ça joue un impact sur l'aspect de l'échec et également l'éducation qu'on reçoit nous par nos parents, parce que du coup avec aussi les différences de génération, on n'a pas du tout la même a priori sur l'échec, etc. Donc Totalement. Alors, du côté scolaire, donc c'est une réalité. Quand on te pousse à prendre l'espace public, en fait, prendre ta place dans l'espace public, il y a une sorte d'énergie comme ça en toi qui te force, qui te pousse, pardon, plutôt à entreprendre, à tester. Il y a une peur qui est beaucoup moins présente que chez nous les Français, du fait d'exister, de prendre sa place. Et donc, ils ont vraiment beaucoup moins peur de l'échec pour cette raison-là, parce qu'ils sont toujours dans un sort de mouvement de prendre sa place, quoi. Et ça, c'est une réalité. Alors, évidemment, donc, comme je vous le disais, avec des guillemets, parce qu'on scénarise aussi l'échec. Et puis, il y a beaucoup de mensonges de ce qu'on affiche comme réussite et puis la réalité qui est un peu moins jolie. Alors que nous, les Français, on est moins là-dedans, moins dans le m'as-tu vu. Donc ça, scolairement parlant, franchement, je vois la différence. Et puis moi, je me rappelle bien de ma scolarité et nous, on attendait d'être choisis là où eux prennent leur place de force. Je trouve que ça change tout. Et puis à la maison, et ça, parce que j'ai fait 10 ans de thérapie, parce que je me suis intéressée au sujet, parce que, évidemment, à force de faire ce métier-là, on s'intéresse à beaucoup plus de mécanismes psychologiques parce qu'on a envie d'être une meilleure intervieweuse. Il y a vraiment des bases à la maison qu'on a ou on n'a pas. Moi, par exemple, je ne les ai pas eues de confiance en soi, mais pas de la confiance en soi telle qu'on la connaît, c'est-à-dire un parent qui va te dire que tu es jolie ou que c'est bien ce que tu as fait. C'est vraiment la confiance en soi qu'on peut être assez solide pour être capable de prendre ses propres responsabilités, être capable de se dire que si on a fait le mauvais choix, on est assez solide pour rebondir, etc., etc. Et là, franchement, il y a une grande différence. Et qu'importe son milieu socio-professionnel, c'est est-ce que c'est une famille où l'enfant a eu sa place pour s'épanouir? Est-ce que ses parents lui ont donné confiance en lui? Est-ce que ses parents lui ont laissé l'espace d'être lui-même et assez d'amour pour? Et ça, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas reçu assez d'amour enfant, vous aurez beaucoup plus tendance à avoir ce syndrome de l'imposteur parce que peur d'exister et de prendre votre place, parce qu'inconsciemment, vous vous dites « je ne le mérite pas nécessairement ». Donc, c'est un sujet. ouais, c'est un sujet, non, complètement. Comment gères-tu la notion d'être suffisamment préparée avant chaque interview?
Vous savez comment? Parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles dans le book. Et et pourtant, mais parce que je suis perfectionniste, je me fous trop la pression. Et donc, j'ai du mal à gérer mes émotions. Et parfois, je fais des bêtises parce que je suis trop dans l'émotionnel. Pénélope Bagieux. 1 an et demi pour avoir cette interview avec cette dessinatrice que moi j'admire et qui a un carton, un succès phénoménal. C'est la seule française qui a reçu le prix international de la meilleure BD. C'est vraiment quelqu'un. Et donc, elle me dit enfin OK pour cette interview. Avant l'interview, je me dis vraiment tout doit être parfait. Donc 3 fois, je vérifie mon matos en sortant le matos visuellement et en le remettant visuellement parce que je suis bourrée de trac. J'arrive sur place. À la 3e fois, figurez-vous que j'avais oublié de remettre le boîtier enregistreur dans le sac. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais j'arrive, j'ai 2 micros et j'ai rien pour enregistrer. La honte. La honte. Donc, comment est-ce que je travaille ça? Par l'erreur, parce qu'on le fait une fois, on ne le fait pas 2 fois, ça c'est sûr. Et puis, moi, mon travail, c'est plutôt de travailler sur me donner assez d'amour pour m'autoriser à être humaine, à être moi-même, à faire ce que je peux et à me dire, c'est bien en fait, c'est bien de faire ce que tu peux, c'est tout ce qu'on te demande. Et moi, mon travail, il est vraiment psychologique. Évidemment, je vais lire. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je cherche surtout à ressentir quel profil je vais avoir en face de moi. Donc, j'ai regardé des vidéos de la personne pour sentir son énergie. Est-ce que c'est quelqu'un d'hyperactif? Est-ce que c'est quelqu'un plutôt timide? Ok, timide, qui a du mal à se confier, bah, je vais mettre plus de douceur. Je vais prendre peut-être plus de temps en amont autour d'un petit café, etc. pour la mettre à l'aise. Moi, je travaille vraiment sur le profil psychologique. Il y a une grande part d'instinct et d'énergie qu'on ressent chez l'autre. Et donc, c'est ce sur quoi je vais me focuser parce que moi, j'ai une grande confiance envers le fait que tout le monde a échoué à un moment et qu'on trouvera, quoi qu'il arrive, quelque chose. Et puis, en plus de ça, je vais me laisser surprendre parce que j'ai envie que mes réactions soient spontanées. Et donc, je vais aller regarder ce que la personne a fait, mais pas forcément dans le détail parce que je vais me laisser de la surprise. Et donc, je dirais les 5 premières années de la leçon, j'ai travaillé à avoir le podcast le plus quali possible. Et là, les 2 dernières années, j'ai travaillé sur moi, à me donner assez d'amour. Et c'est vraiment, on parle pro, mais tout est lié. Assez d'amour pour me regarder avec un regard bienveillant. Et je pense que je suis bien meilleure maintenant, que j'ai plus de tendresse envers moi-même parce que je suis moins crispée à l'intérieur de moi, donc je lâche plus les vannes et donc bah, les idées viennent, c'est plus fluide, il y a une connexion qui est plus intense, plus profonde, donc voilà. Mais c'est un travail d'une vie, hein. C'est vraiment un travail d'une vie. Ah non, mais complètement, hein. Et c'est hyper intéressant le fait que tu disais que tu t'essayais au mieux de t'adapter à chaque personnalité pour que vraiment bah, ça se déroule au mieux en fait. Et ça c'est hyper important, hein. Moi je le vois, c'est une notion, je pense, super importante dans le management en fait. Typiquement, faut savoir s'adapter à la personne qu'on a en face de soi et accepter que bah, finalement dans une équipe il peut y avoir toutes les personnalités et ça, le rôle de manager, je pense que c'est difficile. Je ne suis pas manager, mais je pense que c'est difficile pour ça, Ouais. dans le sens de savoir s'adapter à la personne qu'on a en face de soi, qui peut ne pas avoir les mêmes réactions que la personne. Et ça, c'est super chouette. Enfin, c'est un gros travail, honnêtement. C'est pour ça aussi que la première année, c'est normal hein, de mettre en place toutes ces petites choses, honnêtement, c'est un boulot monstre, mais c'est super chouette. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas si tu voulais Il rajouter nous quelque reste chose sur cet 10 élément. minutes. Je suis vraiment désolée, je ne pourrais pas dépasser cette fois-ci parce que j'ai justement une interview après, Oui. mais je serais ravie de répondre. Oh, il commence à y avoir des questions, c'est chouette.
On va pas dépasser, pas de souci. Mais on peut répondre encore à quelques questions et c'est bon pour toi? Ah oui, oui, avec plaisir. Ouais. Jusqu'à 13h, moi j'ai noté ça. Très bien, il n'y a aucun problème. Du coup, on a une question de Charlotte, toujours. Alors, en tant que Danoise, je vois à quel point l'élitisme français nourrit le perfectionnisme, l'échec qui est vécu comme une tâche indélébile plutôt que comme une étape d'apprentissage, pardon. Ce que tu fais, Pauline, est précieux parce que tu rends l'échec racontable. En plus, la base de Nuclear Safety Culture. Et clairement, enfin, moi, je suis Ouais, totalement d'accord avec ce commentaire. il y a un truc qui est intéressant sur le sujet, et je pense qu'il faut ajouter, c'est que on a tendance, c'est intéressant ce truc de la tâche indélébile. Moi, j'ai compris ça au bout de quelques années à travailler sur le sujet, que avouer très sereinement ses propres échecs, c'est un curseur de confiance en soi, de force intérieure, de leader en fait finalement, qui est indéniable. Quelqu'un qui dans le plus grand des calmes vous dit voilà, j'ai vécu ça, mais c'était passionnant pour telle raison, et qui est hyper ancré dans ce qu'il dit, hyper serein, ça force le respect en fait. Et c'est assez intéressant de se dire qu'on peut retourner aussi la situation pour être dans un perfectionnisme, mais juste différent. Ouais, non, complètement. En se laissant la possibilité d'échouer, est-ce que finalement on échoue beaucoup moins? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que oui. Je pense que oui. T'en penses quoi, Marie-Margot? Ouais, non, complètement en fait, parce que si on veut trop justement faire parfaitement et se dire non mais je ne veux pas échouer, ça nous met des barrières finalement. Enfin moi c'est ce que je pense et Ouais. se laissant la possibilité, enfin moi pour avoir déjà eu des échecs, hein, clairement que ce soit scolaire, au niveau sportif, enfin bon dans plusieurs cas, je me dis que bah finalement bah oui ça arrive à tout le monde et puis au pire euh, c'est pas grave. Si on échoue, bah on va essayer de rebondir. Qu'est-ce qu'on peut faire face à la situation? Et essayer d'évoluer. Et puis, je vois que depuis mes premiers échecs, hein, effectivement, quand on a conscience de ça, je suis totalement d'accord avec Laure que on échoue moins ou on, on le perçoit moins comme un échec peut-être aussi. Se dire Vraiment? que voilà. Ouais, c'est ce Enfin, que moi, c'est ce j'allais que dire j'en pense. aussi. Ouais, je Ouais. pense qu'on ne le vit plus du tout comme un échec, mais juste comme une étape. Exactement, ouais, complètement. Je suis totalement d'accord. Ouais. Et ça remet les choses à leur place parce que nous, dans notre petite... Vous savez, on dit toujours qu'il y a 3 vérités. Il y a sa vérité, celle de la personne en face et celle au milieu. Et dans sa tête, ça peut prendre un espace. Moi, j'ai vécu des moments de honte où vraiment ça me bouffait la vie. Et en fait, repositionnons les choses à l'échelle d'une vie, quoi. Moi, On- j'aurais même envie de dire finalement, qu'est-ce que l'on met derrière la notion d'échec, hein, puisque je crois qu'on n'y met pas tous aussi la même idée ou la même situation. Enfin, Mais oui, c'est exact. finalement, qu'est-ce qui est vécu comme un échec? Et finalement, un échec, des fois, n'est même pas vécu en tant que tel. Donc, il y a peut-être ça aussi d'intéressant à se poser comme question, finalement. Complètement. C'est qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'on le nourrit aussi? Parce qu'il y en a, et ça dépend des profils, mais il y en a qui vont continuer à se flageller pendant 5 ans. Donc, ça veut dire que l'échec, il prend une ampleur pas nécessaire, alors que d'autres profils non. Donc, c'est aussi ce qu'on y met. Tu as tout à fait raison, Laure. Ouais, non, effectivement, je pense que clairement, il y a des notions, les notions qu'on a abordées hein, au fil de ce WeBeWin, le fait de l'éducation, ce qu'on a vécu auparavant. Il y a plein de choses, la personnalité qui vont forcément jouer en fait sur la définition. En fait, c'est tellement propre à chacun, je pense, la définition de l'échec. Enfin, je le vois comme ça au vu de aussi les éléments que tu nous as donnés lors de ce webinaire. C'est Je ne sais pas paradoxal ce que tu en penses. que vous êtes dans une... Enfin, moi, je trouve que c'est paradoxal parce que ça vous rend
aussi grâce à ça, c'est pour ça que je dis toujours, il y a les émotions, qu'est-ce qui se joue? Parce que est-ce que tu serais allé jusqu'à faire ta thèse si tu n'avais pas eu ce feu en toi? Tu vois, parfois, cette trouille ça peut aussi être utile, ça peut être un moteur tant que ça prend pas toute la place, mais de se tirer vers le haut. Et vous êtes chercheur, enfin, vous faites un métier qui demande vraiment tellement d'engagement intellectuel et toujours une envie de se tirer vers le haut. Et c'est génial aussi ce perfectionnisme pour vous, parce que, et puis on a de la chance, la France est vraiment reconnue sur le sujet, mais pour cette raison-là aussi. Donc, faut se foutre la grappe là-dessus aussi, en se disant, on est comme ça et ça fait partie de vous. Et Oui. Voilà. Oui, et comme dans les commentaires, l'échec est notre apprentissage tout au long de notre vie. Et effectivement, je veux dire, ça rejoint ce qu'on disait auparavant. Enfin, je suis totalement d'accord avec cette notion-là, et que plus on avance aussi, plus cette notion, enfin, il y a peut-être moins d'échecs, ou on rend l'échec comme une étape, comme disait Laure juste avant. Ça, j'adore. C'est exactement ça. Et c'est pas la fin de sa vie. Exactement. En fait, je pense à, je crois que c'était Franklin, faut que je retrouve, là, j'avoue que j'ai plus la tête, mais quand il avait découvert l'ampoule électrique, il disait, en fait, j'ai découvert 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Ah Enfin, voilà, c'est ça, ouais. cherche. Je crois qu'on est vraiment dans ce thème-là, quoi, finalement. Ouais, complètement. J'avais reçu un chercheur sur la leçon, et je suis désolée, j'ai oublié son nom, qui disait on s'appellerait trouveur si notre métier consistait à tous les jours trouver parfaitement. Mais en fait, on est chercheur, on doit passer tous les jours par 10 000 échecs pour éliminer les pistes et avancer. Donc, vous faites littéralement un métier sur cette thématique. C'est trop marrant. Non, mais c'est ça. De toute manière, sans échec, enfin, je veux dire, pour faire avancer les choses, forcément, on passe par des échecs, mais qui nous font apprendre pour justement continuer. Je me suis trompée, ouais, c'est Edison, voilà. Je l'ai retrouvée, je la mets dans le chat. Ouais. Là, j'avoue que moi, je me suis pas permise parce que je savais pas. Là, j'étais sur le paratonnerre plutôt, là, Franklin, mais enfin, c'est ça, ouais. C'est plus votre domaine que le mien. On peut terminer avec une dernière question pour terminer, voilà, dans les temps. Alors, il y a une question de Charlotte dans le chat. Est-ce que face au doute, les femmes auraient tendance à se retourner contre elles-mêmes quand les hommes préfèrent se retourner contre les autres? Waouh. Tous les deux des mécanismes de défense, juste des façons différentes. Hyper intéressant. Alors, moi, je n'ai pas la réponse, mais par contre, je vais méditer cette réflexion parce que je n'avais pas pensé à ça sous cet angle-là, mais c'est intéressant. Pour le coup, en étant manager, enfin, moi, je dirais que c'est plus une question de personnalité que d'homme ou femme, quand même. Il y a des hommes qui vont être énormément aussi dans la culpabilité, mais je crois que c'est vraiment une question de profil, effectivement, qui se retourne systématiquement sur l'autre et qui finalement est prêt à l'introspection. Ouais. Moi, je vois pas, enfin, il peut peut-être y avoir des tendances, mais je pense qu'on a aussi peut-être beaucoup de croyances, peut-être par rapport à ça. Je pense que c'est beaucoup une question de profil. Ouais, c'est intéressant. Merci pour ton retour. En tout cas, it's food for thoughts, comme on dit. C'est intéressant. Merci pour tes questions ultra pertinentes. Eh bien, merci beaucoup. Je voudrais pas dépasser plus avec une dernière question. Peut-être juste pour terminer, Pauline, si tu peux, si tu as une phrase à nous dire pour faire passer un message sur l'échec, qu'est-ce que ce serait? On en a parlé tout à l'heure et c'est un sujet que j'aborde pas forcément, mais tu vois, en le disant avec toi, je me dis, oh, il y a vraiment un sujet, c'est celui de l'amour de soi, etc. Et je pense que ça va être la prochaine chose sur laquelle je vais axer mes recherches. Parce qu'en fait, tout part de soi, du regard que l'on porte sur soi, de l'amour ou du désamour. Et je pense que le fait de ne pas s'aimer laisse trop la place
à l'échec, beaucoup trop de place au fait de s'auto-flageller, etc. Et que effectivement, je pense que c'est le nerf de la guerre. Et il y a un livre hyper intéressant. Moi, je fais des études à côté en ce moment sur thérapie alternative. Il y a un livre qui est passionnant, qui est un best-seller qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Alors, ça n'a rien d'ésotérique, c'est juste essayer de comprendre ce qui se joue dans la petite enfance et comprendre ses réactions actuelles par rapport à une blessure particulière qu'on a eue, celle du rejet, de l'abandon, de la trahison, etc. Et parfois, ça n'a pas besoin d'être un gros trauma, parfois c'est des petites choses du quotidien, mais qui vont s'imprimer dans la petite enfance. Et ça détermine beaucoup de choses sur sa carrière ensuite. Moi, par exemple, celle de l'humiliation est présente chez moi. Et tu vois, je t'en ai parlé spontanément tout à l'heure en me disant, premier stage, ça m'a humiliée, mais ça m'a aussi boosté. Donc, voilà. Il y a plein de choses à découvrir sur soi et qui déterminent, à mon avis, sa vision ensuite de l'échec. Ouais. Et bah, écoute, sur ces belles paroles. Merci, Pauline, en tout cas, pour ce beau moment. J'ai beaucoup apprécié ce WeBeWin. Donc, merci encore. J'espère que toi aussi, tu as passé un bon moment. J'ai adoré. Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Et je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont participé et qui ont posé des questions. Merci beaucoup pour l'échange. Ouais, ça nous a tous tirés vers le haut, moi la première. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Bon week-end. Bon week-end et bonne interview, du coup, Pauline. À bientôt. À bientôt, Pauline. Merci. À bientôt, Pauline. À bientôt. Au revoir.